Ça va? Comment ça se passe alors? T'as aimé là jusqu'à maintenant Cryptoxer? Écoute, ça se passe très bien. J'adore CryptoXR. J'adore cet événement. C'est un événement qui est fun, où on rencontre pas mal de monde, où on revoit pas mal de copains aussi. Je viens de finir de modérer un panel sur l'accessibilité du Web3. C'était super cool, super intéressant, de très beaux intervenants. Donc pour l'instant, je suis ravie. Il y a même des stands qui font des gaufres. Il y a des stands qui offrent plein de merch. Donc c'est trop bien. Est-ce que toi déjà là t'as payé un peu en Bitcoin Non, ou en crypto pendant le salon? pas pendant le salon, mais je pense que c'est pas que j'ai pas voulu, c'est juste que j'ai fait hôtel, salon, hôtel, salon. Au Ouais. final, j'ai pas eu le Tu temps odonnes. de faire trop de shopping. Et après, je suis pas particulièrement fan. Alors, je trouve ça super cool de pouvoir payer en crypto et d'avoir le choix. Mais pour le coup, moi, je suis amoureuse de Bitcoin, on va le dire comme T'es une ça. holdeuse. Je suis une holdeuse de Oh là Bitcoin. là. Et je le serai toujours à tel point que même pendant des bear markets, je vais pas vendre ma position Bah, faut Bitcoin. surtout pas la vendre pendant le bear market pour le coup, Et hein. ceci n'est absolument pas un conseil financier. Tout investissement comporte des risques. Et moi, c'est marrant, tu vois, parce que pendant les bear markets, justement, là, en effet, je les dépense pas du tout parce qu'ils valent plus grand chose en plus. Mais par contre, en bull market, j'ai vraiment tendance à vendre parce que je me dis, enfin, c'est pas que je vends, c'est que je les utilise. Parce que je me dis, là, par Tu exemple, les utilises quand la valeur est plus haute, en voilà, fait. par exemple, Ok. avant le salon, évidemment, bon, j'ai des bitcoins auxquels je ne touche pas, mais avant le salon, quelques semaines avant, le prix avait baissé. J'ai acheté une petite quantité en me disant comme ça, à CryptoXR, je pourrais acheter avec un discount si ça a monté. Et c'est le cas, puisque ça a pris, je crois, 10%. Donc là, j'achète, j'ai un peu l'impression, enfin, je dépense trop en fait. J'ai l'impression d'avoir un moins 10% sur tout. Donc voilà, après. Il y a eu des débats, j'ai croisé dans la rue des bitcoiners qui étaient là, j'espère que tu as bien dépensé tes sats. Et la veille, j'avais eu des bitcoiners qui me disaient mais t'es folle de payer là ta bière à 6 balles en bitcoin, je les gaspille. Après, je pense que c'est aussi une gestion de ton portfolio. Si chaque fois que tu reçois ton salaire, tu le reçois en Bitcoin, ou si chaque fois que tu reçois ton salaire, tu le convertis en Bitcoin, bah pourquoi pas vivre au final comme ils le font au Salvador avec ces Bitcoins et payer en Bitcoin. Après, si tu reçois ton salaire en euros et que tu fais que de l'investissement et que tu mets, Oui, 100 ça vaut euros beaucoup moins par le coup, mois, ouais, ouais. bah non, va pas dépenser alors ton investissement. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un rapport un peu biaisé à ça parce que je travaille dans les cryptos, donc parfois je suis payée en crypto, donc forcément. Après, je trouve que Bitcoin, c'est un bon collatéral aussi qu'on peut mettre en collatéral, prendre un emprunt et on peut payer avec du coup des euros ou du dollar, tout en conservant ces Bitcoins et on les récupère à un meilleur moment, quoi. Par Moi, exemple. je suis d'accord avec ça. C'est le principe du lending borrowing, mais tous les gens ne le comprennent pas. Tous les gens n'ont pas l'éducation pour pouvoir aller sur ce genre de protocole Oui. et faire ce levier-là poser ses bitcoins pour emprunter. C'est quelque chose qui reste pour le coup pas encore très très accessible, bien que les protocoles essaient de simplifier par exemple l'expérience utilisateur. Donc pourquoi pas, ça va peut-être arriver avec le temps. Ouais, c'est clair que là, c'est un peu compliqué pour n'importe qui. Moi, je me souviens que je l'avais fait pour la première fois en 2021, de prendre un emprunt sur Aave. Et franchement, j'avais l'impression de faire un truc de fifou, quoi. Après, on s'habitue, mais j'avais vraiment l'impression d'être une dingue, quoi. Je me disais, mais genre, en fait, il y a personne qui fait ça. Et en plus, souvent, les gens, ils utilisent ces plateformes-là. C'est plus des professionnels de la finance qui sont dans les cryptos et qui font des boucles, etc. pour du Ils font des liquidity. stratégies Voilà, ils ont des compliquées. stratégies. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais utilisatrice. Je pense qu'on doit être que 5% maximum avec des tout petits volumes. Et c'est clair que les plateformes, elles sont pas du tout adaptées pour des consommateurs. Euh, Et puis les gens doivent être conscients aussi, je pense, des risques qu'ils prennent mm. sur certains produits. Et c'est pas évident de savoir quel est le risque. Je le sais parce que moi j'ai mis toute ma famille dans la crypto. Attention. Et du coup aujourd'hui ils essayent de se dire voilà une fois que j'arrive à faire un peu d'argent quoi dans la crypto, qu'est-ce que je vais en faire, où est-ce que je vais le mettre dans la DeFi. Et c'est compliqué pour eux en fait de se dire je vais aller sur un protocole. Et quand je leur explique oui mais vous avez le risque que l'actif que vous avez mis baisse et donc du coup que ça vous liquide votre position, ils comprennent pas forcément. Vous avez Ouais, t'as aussi le le health factor qui est quand même un truc très flou.
Tu vois, même moi encore aujourd'hui, ça m'arrive, genre, je sais pas, une fois par mois, j'ai une grosse flippette. Je vais dessus et je vais regarder et je me dis, alors qu'en vrai, je peux faire le calcul de tête, je sais à combien j'ai mis, etc. Quand ça baisse, normalement, je dois pouvoir savoir que c'est bon. Mais enfin, j'arrive pas, en fait, psychologiquement, il faut que je retourne sur la plateforme, que j'aille voir c'est quoi mon F-factor et tout, qu'est-ce qui se passe. Et ouais, c'est sûr que c'est pas du tout adapté là pour des personnes qui ont pas envie de vivre dans le stress, quoi. En fait, c'est ça. Bah oui, Hein. et puis tu as le risque de protocole aussi, le risque de hack, Ouais. le risque, enfin, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de risques dans la crypto que les gens ont tout simplement peur. Donc, par exemple, moi, pour des gens qui veulent débuter dans la crypto, je leur conseillerais jamais de faire des choses compliquées. Prenez le temps de, soit de se renseigner, soit d'investir sur des plateformes, à la limite, tant pis, qui sont centralisées, ou alors si on veut vraiment détenir son propre argent, faire le pas de, une fois qu'on a acheté ses cryptos, les basculer sur un hardware wallet, par exemple. Pour moi, c'est les premières étapes. Ouais, c'est assez amusant ce que tu dis parce que les hardware wallets qui sont quand même plutôt la façon la plus saine de conserver ses cryptos, surtout quand on veut juste investir sur du long terme et pas trop les toucher. Et ben, j'ai l'impression, enfin moi j'ai remarqué avec les femmes surtout. Après, je sais pas, c'est peut-être pareil pour les hommes, mais j'en ai pas parlé avec eux, qu'il y avait un peu une sacralisation autour de la ledger ou du trésor qui fait que elles ont plus facilement, elles vont laisser sur un sexe pendant très longtemps, elles vont peut-être avoir une ledger chez elles dans la bibliothèque, mais elles l'ouvrent pas parce pour elles c'est un truc et d'ailleurs je salue ma stagiaire à qui j'ai donné une ledger pour son premier jour, qui avait les yeux comme ça et qui finalement a ouvert un hot wallet en attendant parce que enfin en fait ça fait moins peur un hot wallet. La ledger on l'a tellement associé à de la sécurité, de la cybersécu que finalement ce moyen un des moyens les plus simples. Tout le côté onboarding, la seed et tout, ça stresse les gens. Où est-ce que je vais garder ma seed? Qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, on a un petit problème d'accessibilité. Là-dessus, je compte beaucoup sur le count abstraction et d'autres choses ou une meilleure sécurisation des hot wallets en ligne. Après, je pense que c'est bien du coup d'avoir toutes les solutions. Tu vois, pour des débutants qui veulent pas prendre ce risque de faire par eux-mêmes et de manipuler leur argent, ils peuvent quand même s'exposer aux cryptos et en détenir sur des plateformes centralisées. Bien évidemment que si vous en détenez sur des plateformes centralisées pendant un long moment, je vous conseille des plateformes centralisées qui sont régulées. C'est important de le comprendre. Et après, pour les personnes qui veulent se former, aujourd'hui, tu vois, il y a tellement de ressources sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, sur Google. Il y a des tutos de comment est-ce que on va installer un hardware wallet que si on veut vraiment le faire, il faut prendre le temps et essayer de le faire. Et puis il y a même, enfin moi je sais qu'il y avait par exemple une personne qui m'avait contacté, qui savait ce qu'elle voulait acheter, mais elle avait peur de faire la manipulation, peur de perdre cet argent et de le transférer sur une mauvaise adresse, de cliquer sur le mauvais bouton. Et je l'ai accompagnée juste voilà sur les étapes de setup d'une ledger. Ouais, il y a des gens qui le font. C'est très amusant ce que tu dis parce que moi là comme j'ai un peu décroché de X, donc j'ai un peu plus de temps dans ma vie perso, je suis un peu plus allée revoir des potes ou j'essaie de rencontrer des gens là où je vis quoi. Et en fait donc quand j'allais en boîte de nuit la dernière fois, histoire incroyable. Je disais que j'étais dans les cryptos et tout et je leur ai dit ça, je leur ai dit va sur YouTube et tout machin et les gens ils m'ont dit mais moi je vais pas sur YouTube en fait. Et nous, tu vois, comme on est un peu influenceuse machin dans les cryptos et tout, on se dit trop genre YouTube, X, les réseaux, mais il y a des gens qui n'ont pas de réseau en fait. Ils ont juste un peu TikTok pour scroller ou Insta, mais ils ont pas de réseau. Donc en fait, pour moi, eux, l'accessibilité, ça va être via les commerçants, parce qu'il y aura écrit partout des petits Bitcoin accepted here ou des choses. Je vois pas comment autrement, parce que s'ils sont pas consommateurs des réseaux sociaux, ils ont pas cette approche-là, s'ils préfèrent acheter un livre, par exemple, il y a des livres aussi crypto, Bitcoin. Je pense que on doit pouvoir trouver des livres avec Bitcoin pour des les nuls, tutoriels. tu l'as lu toi? Non, j'ai pas lu. Je suis pas très livre. Moi, je suis beaucoup plus vidéo. Ouais. Mais à chacun, en fait, à chacun son format. Et au fur et à mesure d'en entendre parler d'une façon ou d'une autre, les gens se renseigneront sur comment faire. Parce que moi, je me demande, tu vois, si dans les livres, là, la dernière fois, je suis allée à la Fnac pour regarder un peu ce qu'il y avait en ce moment sur tout ça. Donc, il y a plein de livres qui expliquent ce que c'est Bitcoin et tout. Je suis pas sûre qu'il y ait des livres tutoriels.
qui explique genre comment protéger. Voilà, une nouvelle idée de business. Waouh, allez, c'est parti, j'écris un livre, je vais gagner 1 centime par livre vendu sur les 100 exemplaires. Non, mais ça compte quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, tu t'écris un livre, ça te prend du temps. Tu trouves un éditeur, tu gagnes presque rien. Après, il faut accepter d'être médiatisé, mais tu vas pas gagner d'argent pour ça. Alors que des vidéos YouTube, tu peux au moins avoir un peu la chance d'avoir du sponsoring. Alors si tu perces, parce qu'on on oublie, je salue d'ailleurs tous les créateurs de contenu qu'on ne connaît pas, qui ont 100 abonnés et qui existent, faut le dire, et qui parlent de ces sujets-là. Et en fait, c'est même pas qu'ils font ça, quoi. En fait, Il y a beaucoup de gens qui essayent. Je pense que 98% des gens qui font de la création de contenu sur les cryptos ne sont absolument pas rémunérés. Oui, moi, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai une chaîne YouTube. J'ai rien gagné. Moi non plus, j'ai pas gagné d'argent. Avec ça. Et c'est absolument pas le but, donc c'est absolument pas dérangeant. Mais c'est surtout, et même écrire des livres, c'est avant tout le faire par plaisir, par passion, et pour communiquer aussi sa passion, comme on vient sur l'événement qui est CryptoOxer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que rendre accessible tout ce monde-là, moi, ça m'avait manqué, tu vois, cette dernière année où j'étais plus concentrée sur mon business et des choses B2B. Du coup, à parler que avec des pros, entre pros. Je me suis à un moment même sentie un peu biaisée dans mes jugements sur les choses, alors que ça fait trop du bien de vous retrouver, de retrouver des gens normaux en fait, et de transmettre son savoir. Tu devrais peut-être faire monter quelqu'un oui, qui peut-être connaît pas la crypto ou connaît pas très bien, et comme ça il pourrait poser toutes les questions qu'il veut. Ça serait génial. L'année dernière, CryptoXR, c'était déjà incroyable, mais franchement pour moi cette année c'est pour l'instant la meilleure des éditions. Il y a énormément de choses à voir, à toucher. Enfin, c'est très concret. Je pense que il y a CryptoXR, mais aussi les personnes de l'écosystème qui avant considéraient peut-être un peu son salon comme secondaire. Non, mais c'est vrai, ils sont venus. Les Parisiens année. Surtout, c'est ça. Ben pas toi. Toi, déjà l'année dernière, t'étais venu avec le musée du mining. Mais tu vois, là, j'ai l'impression que tout le monde a un peu pris le pas de ce que tu avais proposé l'année dernière. Ils sont venus avec des contenus éducatifs. Il y a des goodies, mais par exemple, par rapport à d'autres événements, c'est pas que des goodies pour les collectionneurs de goodies. Là, c'est clairement beaucoup plus des choses qui expliquent en fait ce qui se passe. En fait, CryptoXR, pour moi, ça a débuté. J'avais fait la première édition, mais avec une autre société qu'on ne nommera pas, et du coup avec Blob l'année dernière. Et en fait, CryptoXR, pour moi, c'est le seul événement qui permet à du retail, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas d'entreprise, de venir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas dire que la Paris Blockchain Week, par exemple, ça démocratise le Web3. Avec des tickets à 2000 balles, même si c'est très bien pour les pros, c'est bien, ça permet de C'est un salon professionnel. C'est un salon professionnel, officiellement. Parce que moi, je me souviens, j'ai travaillé pour eux, je me faisais crier dessus, genre, c'est trop cher et tout. J'étais là, mais en fait, c'est professionnel, c'est les boîtes qui Non, payent. quand t'es pas la cible, c'est ok. Ouais, c'est ça. Quand on me disait, ouais, t'as vu comme c'est cher, t'es pas la cible. Ouais. Moi, justement, ça m'arrange que tu viennes pas à ce salon. Tu vois, c'est terrible. Oui, on veut pas. C'est vrai. On te veut pas. Oh non, toi, tu ne viens pas. Est-ce qu'il y a, hormis CryptoOxer, il n'y a pas vraiment d'événements en France pour les particuliers comme ici? Surfin l'était avant. Mais l'année dernière, ils ont dit qu'ils étaient B2B, c'était le BER. Mais avant, c'était le cas. Je me souviens d'une édition où il y avait même plein de parents qui étaient venus avec leurs enfants. Il y avait un petit esprit festival. Oui. D'ailleurs, je regrette, je fais passer mon message à Surfin, que je commente souvent sur beaucoup de choses. Refaites ça, quoi. Enfin, moi, je m'en fiche complètement de rencontrer des gens avec qui je parle sur LinkedIn. Moi, ce que j'ai envie, c'est de partager avec des nouvelles personnes. Là, c'est trop chouette de voir les gens dans la rue poser des questions aux commerçants, quoi. C'est fou. En vrai, t'as plein de petits événements dans les régions. T'en as plein, des crypto-peintes, des trucs. Ça reste des petites choses. T'en as qui tentent de faire des événements, mais alors il y en a qui arrivent très bien, genre par exemple à Toulouse de Paul qui a fait un super événement qui reste accessible, etc. Mais t'as quand même beaucoup d'événements où au final tu vois les mêmes têtes et au final tu te rends compte qu'il y a 70 personnes invitées. C'est-à-dire que c'est 70 speakers presque qui sont là et il y a 5 moldus qui se sont dit ah tiens il y a de la lumière. Et en fait peut-être qu'il y a un manque soit d'appétence dans ce domaine-là, soit il y a un manque de clarté dans la vision parce qu'on essaye de fourrer de l'IA avec du Web3, avec des NFT, avec des trucs, et au final t'as des gens qui vont pas se reconnaître dans les NFT, qui vont dire ouais c'est trop bizarre, les mecs ils vendent des singes, et au final t'arrives, t'as des photos de singes partout, alors qu'au final il y a une technologie derrière. Donc je pense que c'est un mélange de tout, c'est-à-dire soit un mauvais marketing, soit un manque d'appétence du public, soit un mauvais ciblage, c'est-à-dire que tu veux tellement être sûr de remplir ton event
et tu fais venir 70 speakers et tu fais 70 tables rondes de 15 minutes où on va tous toujours faire la même chose, parler de l'écologie du mining pendant 1 heure, parler du mining pendant une demi-heure, mais expliquer juste les bases, et c'est bien pour du retail, mais il n'y a pas aujourd'hui un truc où tu rentres deep dans un sujet, tu vois, il y en a pas un où tu dis, ok, là on y va, je m'assois, enfin, pas pour se jeter des fleurs, mais quand on va regarder n'importe quelle conférence, je pense pas qu'il y en a beaucoup où on va apprendre quelque chose quand tu es déjà dans la crypto depuis quelques temps. Il y a quand même beaucoup de choses où tu le sais déjà. Et tu pourrais aller... À part la Starknet CC ou le THCC... Ouais, alors là, tu te tires une balle, oui. Là, ou BTC Açor, une fois, j'ai fait BTC Açor, c'était dur. Le Be Only, j'ai adoré. Le quoi? Le Be Only à Annecy. Je connais pas. Ouais, c'était sur Bitcoin et là, c'était vraiment bien. J'avais bien aimé l'esprit. Il y a des confs hyper spécifiques et qui d'ailleurs sont accessibles, hein, parce que quand c'est hyper tech, c'est pas cher. Hein. Mais même des petits événements. Si vous habitez dans des grandes villes, il y a partout des petits événements où des communautés se rejoignent, parlent crypto, discutent de certains sujets. Enfin, moi, je sais que au tout début, quand j'ai commencé à faire des petits événements, c'était en région parisienne, et j'allais à des événements et je comprenais rien du tout, ouais, pareil. Et en fait, ce que je me faisais, c'est que je me faisais une note dans mon téléphone et je notais tous les mots que je comprenais pas. Et le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais une espèce de liste de mots et je me disais, en fait, je vais chercher la définition de chaque mot et comprendre à quoi ça sert dans tout cet écosystème qu'est la crypto. Donc, et puis quand je trouve pas la réponse ou que j'ai du mal à comprendre avec les ressources qui sont à ma disposition, au prochain événement où je vais demander à quelqu'un qui est là depuis longtemps qu'est-ce que c'est, etc. Donc vous avez vraiment appris à travers les événements, moi pas du tout. Mais Non, en vrai, YouTube, beaucoup, et les Discord. À l'époque, j'avais beaucoup de temps, j'étais sur les Discord. Ouais. Et le mining, ça émergeait vraiment sur ces groupes-là, des Telegram, du Discord. Et il y avait la chance, et je pense qu'il y a encore cette chance aujourd'hui, où les sachants sont ultra accessibles. Oui, alors ça par contre. Alors surtout en bear market, on a la chance qu'en bear market c'est encore plus accessible. Mais même moi je me souviens quand j'avais lancé mon émission sur LinkedIn, j'avais fait une première saison avec des startups qui répondaient assez facilement sur LinkedIn. Donc c'est des startups, donc elles ont besoin de visibilité, donc même si j'ai 100 viewers, elles disent oui, comme toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais sur la deuxième saison, je m'étais dit bon, il faut que tu fasses grossir ton émission. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose, mais à un moment, tu rajoutes un intervenant qui est connu. Et je m'étais donné le truc en mode, ça y est, combat ton truc de l'imposteur, là, je sais pas quoi, vas-y et tout. J'ai envoyé des invitations, mais genre tout le monde m'a dit oui. Genre j'avais eu Abdel de Starknet, j'avais eu Sébastien Gouspillou, j'ai eu Alexandre Chachenko, alors que j'avais même pas 1 an d'existence sur les réseaux dans les cryptos, quoi. Ils sont venus, ils ont partagé. Après, en vrai, ça leur coûte pas tant que ça, je pense. Et ouais, ils sont hyper accessibles déjà pour nous créateurs. Mais même, venez pas leur sauter dessus dans les salons, mais vous pouvez clairement trouver un moment pour poser 2-3 questions. D'ailleurs, c'est fréquent que je croise des gens qui se la racontent un peu en me disant qu'ils ont parlé avec Zeller ou je sais pas quoi, un event, et moi je suis là, ouais, en fait, gros. Normal. Moi aussi. Avant de partir, une chose que vous souhaitez aux participants de CryptoXR pour cette année 2025? Juste amusez-vous, profitez de l'événement. N'hésitez pas à aller parler à des gens. Tout le monde est sympa ici, donc que ce soit des speakers, des gens connus, des gens juste qui se baladent ici, allez leur parler. C'est ça qui fait que c'est un événement qui est super cool. Et voilà. Et c'est mon anniversaire. Oui, souhaitez tous joyeux anniversaire à Carlita. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, j'ai l'impression que, tu vois, on parlait des événements, qu'il y a plein d'événements dans les campagnes, dans les villes, en province, mais très souvent, tu as des événements crypto et des événements Bitcoin. Oui, c'est vrai, ouais. Et ça, je trouve ça ultra dommageable, et on a eu le cas à Strasbourg, et ça a fait un peu des dramas sur la communauté strasbourgeoise, où ils ont séparé l'événement en deux. Et en fait, j'ai l'impression que tu as des mecs qui sont en mode orange pilé, et tant mieux pour eux, en mouton orange, tu vois. Je passe à jouer à Age of Empire, tu vois, comme ça le bonhomme orange dans le jeu, tu vois. Bonjour. Salut. Et plutôt que de se dire on va faire les émissaires et convaincre les mecs qui viennent d'arriver que ils ont peut-être pas fait le bon choix en investissant dans du Trump, quoique ils ont peut-être fait plus d'argent que tous les maxis s'ils sont bien rentrés. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt que de les moquer et de se dire on veut pas être avec eux, plutôt avoir une mission d'émissaire en mode wololo pour ceux qui ont regardé Age of Empire. Et de dire ok, ils sont peut-être dans le mauvais camp entre guillemets, parce que quand tu parles à des débutants, très souvent tu leur demandes s'ils ont du Bitcoin, là c'est la même réponse, c'est non, ils ont pas de Bitcoin, c'est un truc de fou. Ils disent, ouais mais Bitcoin ça peut peut-être faire x2 encore à la rigueur et tout. Franchement, moi il y a un monde
ou si tu me dis de garder une seule crypto pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ça sera Bitcoin. Et Pareil, très souvent, on me dit, exactement tu vois, Ethereum, par exemple. Ethereum, on me dit, oui, moi, Ethereum. Ouais, peut-être à court terme. Mais dans 10 ans, est-ce qu'il y a plus de chances de voir un Bitcoin à 1 million ou un Ether à 30 000? Sachant que Ether, c'est les frais de pas la même transaction qui chose, font. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Moi, tu vois, par exemple, j'accumule de l'Ether parce que pour moi, je me dis, ça va me servir. Je vais l'utiliser. Ça va me donner accès à des services. Ouais, moi Alors aussi, que Bitcoin, du c'est spa, pour, des massages, des bagnoles. C'est ça, ouais. Non. mais sur Internet, l'équivalent sur Internet. Donc, des choses que je pourrais faire qu'on ne peut pas encore imaginer avec le VM. Donc moi, c'est pour ça que j'accumule des Ethers. C'est parce que je me dis, on n'a pas encore du tout exploré tout ce qu'il est possible de faire avec Ether. J'ai envie de pouvoir payer des frais de gaz pour l'utiliser plus tard. Je te parle à but purement spéculatif là, mais à but pas technologique. Ben moi, j'ai jamais été. C'est ça mon problème en fait, c'est que j'ai jamais eu de Ah but putain, purement les spéculatif. gauchistes, c'est quelque chose. Oui, exactement. Je suis trop de gauche. Non, moi j'ai du Bitcoin. D'ailleurs, je conserve. J'avais fait un espèce de calcul savant. Pour moi, ce que je conserve en Bitcoin et que je ne vais jamais toucher et que j'ai eu au bout de ma 2e année dans les cryptos, c'est une quantité qui est pour moi celle que peut-être dans la planète tout le monde pourrait avoir. C'est un calcul très difficile à faire parce que tu dois imaginer combien on sera de milliards d'habitants d'ici cette période. Donc je sais plus comment j'ai fait ça. J'étais un peu, enfin voilà, j'ai fait des calculs quoi. Et donc je conserve ça, je le conserve parce que je me dis, il faudrait que je sois à égalité avec tout le monde. Et après, bon bah bien sûr que j'essaye d'être plus riche que tout le monde. Ça c'est mon côté un peu à égalité en étant plus riche. Entrepreneur. C'est mon côté entrepreneur, mais en tout cas il y a une partie que je trouve juste qui pour moi devrait être ce que tout le monde devrait pouvoir accéder en Bitcoin. Et c'est une réflexion que quand il y aura plus de gauchistes qui veulent nous rejoindre dans les cryptos, on pourra avoir, et si d'ailleurs il y a des gauchistes dans cette salle et qui veulent venir parler de leur amour des cryptos avec moi, je serais ravie qu'on discute de tous ces sujets. Mais ouais. Non, en fait, je troll volontairement, mais... Désolée, Virginie. Ouais, pardon. De toute façon, je vais laisser le micro à quelqu'un d'autre. Je troll volontairement, mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de se moquer des autres, formez-les, éduquez-les. C'est vrai. C'est ça le message. Et j'ai envie de dire dans les deux sens, hein, parce que j'ai déjà entendu des gens se moquer aussi des bitcoiners, parce qu'il y a des meet-up où ils sont 3, on va pas se mentir. Et donc, du coup, on est là un peu genre, ouais, bah, les bitcoiners enfermés, etc., maxi et tout, alors que trop pas. Genre, ils ont tellement de choses à vous apprendre aussi, les crypto-bros. Écoutez aussi les bitcoiners, quoi. Franchement, des deux côtés, il faut faire des câlins. Voilà. Bienvenue. Alors, je parle un peu avec Virginie d'abord et alors, Ruby, comment ça va, toi? Bah, ça va. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Maintenant. Ça fait 2-3 ans. Ouais, 2-3 4, ans. Je sais pas, ouais, un petit moment. 2-3 ans. Tu t'es toujours chez Mintup ou ça a changé? J'ai pas du tout le Mintup toujours Mintup. Mintup, là, on a un petit peu changé. Toi, t'as connu vraiment le projet dans sa genèse. Hein. Toi, t'avais vraiment connu au tout début. On a évolué parce qu'au début, on mettait en avant le côté INO, Initial NFT Offering, où on permettait en fait de tokeniser. C'était des produits, c'était des services pour lever des fonds. Donc en fait, nous, on est sorti un petit peu de ce schéma-là. Et là, on est devenu plus une agence de développement Web3, IA, nouvelles technologies de manière générale, et on accompagne pas mal en fait de personnes qui sont issues du secteur traditionnel et qui viennent. Est-ce que tu as remarqué, parce que tout à l'heure avec Carlita, on parlait de l'accessibilité. Donc là, c'est intéressant, c'est l'accessibilité en mode B2B. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une acceptation plus grande là depuis tes débuts jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est plus simple de faire de la pédagogie auprès des gens dans le business? Alors, moi, je vais même te dire, sur ta réponse, j'ai plusieurs choses qui me pop-up. Déjà sur le côté B2B, je fais aussi pas mal, je suis formatrice, j'enseigne aussi beaucoup en école d'ingé et de commerce, notamment sur ces matières-là. Donc j'ai aussi le côté B2C, mais plutôt B2E pour étudiants. Je sais pas si B2S student. En tout cas, juste pour dire que c'est peut-être pas les mêmes profils, c'est-à-dire que il y a quelques années, on allait avoir des personnes qui, les tout premiers clients qu'on avait eus, c'était des personnes qui étaient déjà dans le Web3. Donc, soit des personnes qui connaissent la tech de manière générale, l'innovation, qui ont déjà toute cette philosophie-là aussi, enfin, tu vois, qui est propre au Web3. Et là, de plus en plus, on a des personnes qui ne sont pas de cet écosystème à la base, qui se sont acculturées petit à petit. Là, on a des personnes, on accompagne une personne qui est à La Réunion, qui est
coach sur Danse avec les stars. Donc tu vois. D'ailleurs, à la Réunion, l'île de la Réunion, j'embrasse. Je me souviens plus des noms, mais je connais pas mal de personnes à Saint-Denis dans le pôle techno qui sont dans la crypto et Désolée, j'ai oublié les noms. Mais moi, j'ai ma famille aussi là-bas. Coucou tout le monde. C'est vrai que t'es de la Réunion. Enfin, non, moi, j'ai une partie, c'est ma belle une partie de ma famille. Je suis, ma mère est indienne, donc plutôt, pas le même endroit, mais j'ai un peu partout. Tellement bien la Réunion. J'ai eu la chance de vivre là-bas. Quelle chance. C'est vraiment, j'aimerais tellement y retourner. Mais c'est loin, quoi. Ça. Bon. Et donc oui, en fait, si tu veux, c'est pas tout à fait les mêmes profils. On a aujourd'hui des profils qui sont, pas du tout dans la tech en fait à la base. Tu vois, là on accompagne un projet, celui dont je te parle, c'est plus vraiment sur du RSE. Donc j'ai envie de dire c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est un peu le buzzword du Web 2. Enfin, tu vois, en ce moment c'est dans le Web 3 on a eu NFT, on a eu des mots comme ça qui ont fait buzzword. Et dans le Web 2, il y a aussi des modes. Arrêtez de dire qu'il y a que nous qui faisons ça. Hein. Ah bah non, mais là dans le Web 2, c'est clairement RSE, c'est très très à la mode en ce moment. Alors plus qu'une mode, il y a une grande utilité, je dis pas, mais c'est quand même voilà. Donc on a des acteurs aussi comme ça qui demandent à développer des solutions et qui intègrent ces technologies-là. Donc et à ce moment-là, la technologie se révèle être utile et donc et finalement t'as pas tant de pédagogie à faire puisque c'est toi qui décides la technologie. Enfin c'est toi qui est contacté pour cette technologie. Donc en fait eux en interne ils ont des personnes qui les convainquent. En fait souvent on va travailler avec des personnes qui sont consultants. Donc en fait si tu veux. Les consultants on les embrasse aussi. Merci de faire autant de bullshit et de finir par faire payer des boîtes très chères pour nos services. On vous remercie. N'est-ce pas? J'ai touché juste. Mais c'est vrai que le travail du consultant, il est quand même hyper important parce que après, on accompagne aussi sur des projets où il n'y a pas de consultant, où il n'y a pas eu de toute cette idéation du produit. On a des personnes qui viennent qui nous disent, bah voilà, j'ai ça en tête et en gros aide-nous quoi. Bah oui, on les aide, il n'y a pas de souci, on sait le faire aussi. Mais là, en fait, dans le cas précis dont je te parle, bah, c'est en général, il y a un consultant qui a déjà en fait fait tout ce travail d'idéation. Il vient nous demander si d'un point de vue technique c'est possible. Bah, en général, oui, et au pire, on le repense quoi. Tout est possible. Tout est possible. Ça dépend du prix. Ouais. Après là-dessus, franchement, on se positionne plutôt bien. Non, je n'ai pas à rougir. Je rigole. Non, mais. Je vais quand même parler un petit peu avec Maud que je ne connais pas du tout et en plus moi non plus, ravie d'être là. Et alors je ne connais pas du tout Alephium, alors tout le monde m'en parle clairement, mais depuis en plus ça existe depuis un bon moment quand même, un an ou deux, quelque chose comme ça. Alors le mainnet on l'a lancé en fin 2021, donc ça va faire 4 ans de mainnet. Ouais. Voilà, et moi j'ai rien suivi. Alors ça d'ailleurs j'interviens juste 2 secondes là-dessus. On ne peut pas tout savoir. C'est pas impossible, possible. donc faut se concentrer sur des sujets qui vous intéressent et qui sont proches de vous. C'est pas possible en fait sinon. Donc, faut pas trop me demander de trucs en dehors de Alephium hein, d'ailleurs. Ah oui, si ça fait combien de temps alors que tu travailles avec eux? Alors j'étais un petit peu avant le mainnet, donc ça va 4 ans et demi, bientôt 5 ans. T'es cofondatrice quasiment. Alors je dirais pas ça, on va dire le fondateur c'est un fondateur technique et moi j'étais la première personne qui était pas technique. First employee. Voilà, first non-dev. Okay, donc la première et du coup je m'occupais de tout le reste. Tout le travail. Voilà, l'admin, la partie légale. Et après, du coup, aussi la partie de l'écosystème. Le fondateur d'Alephium préfère coder, donc j'ai aussi le droit, le privilège de parler d'Alephium ici et ailleurs. Je fais la représentation, l'accompagnement de l'écosystème, un peu de bizdev. Heureusement, le marketing, on a des membres de l'équipe qui se concentrent là-dessus, mais sinon un petit peu de tout. Et je code pas, voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on parle, on parle pas beaucoup des fonctions support. Déjà, il y a beaucoup de jobs en fait dans les cryptos, disons-le. Il y a beaucoup d'opportunités et maintenant, ce n'est pas que dev. On a besoin d'une mode dans une entreprise crypto parce que sinon, bah en effet, on n'est pas représenté. Ils peuvent pas se concentrer sur leur propre qualité. Donc là, il a envie de coder, donc il veut coder. Exactement. Il faut qu'il code. En fait, c'est là où il est le meilleur, a priori, je suppose. Et donc, elle confirme. Elle hoche la tête. Et donc, ouais, c'est vrai mais d'habitude, c'est plutôt des personnes discrètes. Toi, t'as gagné la représentation. J'ai le droit que les gens disent sur Twitter que je suis pas habillée comme il faut. Quand je vais parler d'Alephium, j'ai le droit à ça hier, c'était super. Mais sinon, c'est un plaisir puisque il y a vraiment. Donc, on est une blockchain proof of work, mais vraiment faite pour les smart contracts. Donc, on a vraiment un écosystème de DApp. Et on voit maintenant, on commence à avoir des projets qui sont plus matures
et qui du coup sont en train de se confronter à la réalité de toutes les autres choses qu'il y a besoin de faire quand on gère un projet au-delà du développement, que ce soit la gestion des listings, les aspects légaux. Il y a beaucoup de projets qui sous-estiment les aspects légaux à gérer et à intégrer dans l'évolution du projet aussi. Là, ce que tu sous-entends, c'est que si je développe mon projet chez Alefium, j'ai quand même un accompagnement un peu écosystème. Vous avez un écosystème lead où vous aidez les projets à construire cette Elle est là. Elle fait tout, en fait. Pour l'instant. Mais l'idée, c'est de grandir un peu. Mais oui, on essaie d'accompagner les projets parce que c'est quand même, ça reste un écosystème quand même très compliqué et au-delà du support financier traditionnel auquel on s'attend, c'est important, je pense, d'accompagner les projets sur ces décisions. Enfin, ne serait-ce que pour nous, quand on est listé sur un exchange et qu'on n'est pas Bitcoin ou un gros projet, il faut venir avec des market makers et toute cette industrie-là, c'est les market makers, ils sont difficiles en plus. Et c'est super dur de naviguer ceux à qui on peut faire confiance, ceux à qui on peut pas faire confiance, les différents modèles. Et c'est juste un des exemples de tous les autres aspects à naviguer, même au niveau des aspects légaux, de trouver une équipe légale qui soit qui aide les projets. J'avais fait un peu de prospection pour des projets français, par exemple. Et des fois, c'est difficile de trouver des cabinets d'avocats qui étaient un peu proactifs dans le partage d'informations, parce qu'il y a beaucoup de projets qui savent pas qu'est-ce qu'ils doivent demander en fait, parce qu'ils ont absolument aucune information et du coup, si on n'a pas des avocats qui sont proactifs pour partager ces informations, c'est compliqué. Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, quand on travaille dans les cryptos, quand on crée des projets dans les cryptos, en fait, peut-être que on est une équipe super forte en crypto, mais c'est pas suffisant. Il y a toute la partie entrepreneuriale qui est voilà où en fait on n'est pas tant guidé que ça. Les ressources existent en France. Hein. Moi, je suis totalement contre le fait qu'on dise qu'on empêche l'entrepreneuriat en France. C'est juste que c'est des personnes qui sont pas allées à la chambre de commerce. Par contre, c'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Faut demander à être accompagné. Faut aller traîner dans des événements entrepreneuriaux, peut-être avec des gens qui font pas de la crypto même. Ouais. Pour au moins savoir là où tu as des devoirs et t'es même peut-être pas au courant. Ouais. En fait, tu t'es pas inscrit sur l'URSSAF, tu vas prendre une lettre comme quoi t'as pas payé avec une amende et tu savais pas, il y a personne qui t'a dit inscris-toi sur l'URSSAF. Oui, t'es censé le savoir de toujours. Donc voilà, des choses comme ça qui font que je trouve que par exemple même ma stagiaire, je la forme à la fois sur les cryptos et en même temps sur les métiers de la communication. Ouais. Elle peut pas. Faut avoir aussi des compétences qu'il faut développer pour faire fonctionner un business tout court. Et c'est clair que là, des personnes qui ont déjà entrepris avant, elles ont des avantages par rapport à des petites équipes de dev qui viennent de commencer et qui sont peut-être surdouées dans le code ou dans la conception des tokenomics ou autre, mais c'est pas suffisant. Et après, il y a la com aussi et le marketing. Mais je pense que c'est d'abord, pour moi, c'est la partie entrepreneuriale pure de gestion de projet presque. Et après, en effet, si on est très mauvais en com, t'as la finance aussi. Hein. Ouais, il y a si t'es pas bon, si tu sais pas, gérer la trésorerie d'un projet. Si tu sais pas faire un business plan, si tu sais pas faire, juste en fait te projeter, ton prévisionnel, etc. Même un budget. Il y a un budget. Comme tu le dis, le Web 3, les cryptos, c'est une chose, mais en réalité, si tu veux entreprendre là-dedans, c'est pas parce que ces mots-là que ça va changer en fait ce que doit être et faire un entrepreneur en fait. Hein. Donc exactement. C'est des bases à avoir et ça c'est une brique en plus, mais bien sûr. Et on le voit souvent, il y a le nombre de projets qui pendant le bull run, c'est comme beaucoup de startups. Au final, c'est pas propre au Web 3 qui grandissent leur équipe de manière complètement démesurée, sans nécessairement se rendre compte que quand on rajoute des gens, ça nous rend pas toujours plus efficace parce que ça crée une inertie, mais c'est surtout une fois que le bull run est passé, il faut continuer de les engager. On voit beaucoup de gens qui engagent énormément dans le bull run et qui bear market ou fin de bear market se retrouvent à licencier la moitié de leur équipe et même des grosses fondations, pas que des petits projets. Alors après c'est un peu plus difficile parce que si le marché tombe d'un coup, c'est hyper dur d'anticiper, mais c'est vrai que normalement il faudrait pouvoir rapidement virer des gens de base. On met tout le monde en contrat précaire comme ça saute à n'importe quel moment. Je dirais jamais ça, mais c'est vrai qu'il faut
manager. Enfin, il y a une business intelligence à avoir en fait. Ouais, parce que la crypto c'est vachement plus volatile. Donc de la même façon que on doit être comme c'est 10 fois plus volatile, on doit être 10 fois plus souple, 10 fois plus flexible sur ses coûts en fait. Et c'est vrai. Il y a un truc qui a changé aussi. Enfin, si on prend le dernier bull run, enfin il y a quelques années du coup, à cette époque-là, enfin on demandait pas de MVP, on te demandait pas en fait de preuve de business, on te demandait pas tout ça. T'avais une idée, t'avais limite 3 millions. Et je l'ai vu ça. Vraiment. Je pense que toi aussi, ICO je pense que toi aussi, tu l'as lancés vu, on voit ce que ça donne. Il y a eu des dramas récemment qui montrent que ça donne vraiment des trucs pas clairs, quoi. Et ça, clairement, tous les BA, tous les VC, etc., aujourd'hui, se sont quand même pris, pour certains, une grosse claque là-dessus. Parce que tu avais ces buzzwords aussi qui arrivaient, hein, les NFT, etc. Et aujourd'hui, tout ça est quand même retombé. Alors, le bear market a fait quand même du bien malgré tout. On appelait ça le bull market aussi. Hein. Enfin, mine de rien, c'est pas. Je connais pas moi cette histoire. Tu connais pas? Non. Monsieur, on avait même parlé ensemble sur une de tes émissions. Oh là là. Bon, moi j'ai une excuse, mais ça me dit rien non plus. C'est le bull market, c'est juste en fait le moment où tu vas build ton projet. Enfin, tu vas le construire en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est juste en fait que t'as bull market où là tout le monde est tout feu tout flamme. À oui, l'époque, le build. Ok, moi j'aurais dit build market. Oh, excuse me for English. C'est pour ça, c'est pas compris. Excuse me. Mais donc du coup, forcément que tu avais ce côté avant tout feu tout flamme et où là, là ça fait du bien aussi, ça a épuré quoi. Les projets sérieux sont restés et où je pense que mine de rien tout ça permet d'équilibrer entre t'as plus des investissements plusieurs millions qui vont arriver dans les mains de personnes qui savent pas forcément le gérer, qui savent pas forcément où ils vont. Qui sont pas matures, enfin clairement, ou voilà. T'as eu quand même tout ce recul, et je pense que ça aussi, ça permet d'arriver aujourd'hui à une maturité sur un marché qui n'est pas encore mature. Donc, enfin, tu vois, je pense que c'est un équilibre. Je pense qu'il y a aussi un problème de maturité chez Crypto Bro, et j'aimerais que à un moment on l'adresse. Mais Bonjour. Bonjour. Alors, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom en fait. Moi, je suis Jean-Christophe. Ah, Jean-Christophe. En même temps, il fallait en retenir 2. Donc c'était un peu plus compliqué. Voilà. Donc Jean-Christophe, toi tu es cofondateur de TechSmart. Ouais, je suis le cofondateur de TechSmart et en fait, si vous voulez, nous on a créé une société pour faire de l'optimisation fiscale dans l'art. C'est-à-dire qu'on est avant tout une agence d'artistes. Donc on gère des artistes en France et à l'étranger. Parle bien un peu plus près le micro, comme ça on t'entendra mieux. Donc on gère des artistes à l'étranger, en France, et on permet à nos clients, donc des entreprises, de défiscaliser par le biais de l'art. Voilà. Et d'acheter en Bitcoin. Donc on n'est pas du tout dans mon gauchisme adoré, mais c'est pas grave. Mais moi, c'est pour ça que je fais venir tout le monde en fait. L'info pour tout le monde. Hein. Après, c'est vrai que l'optimisation fiscale, c'est pas. Je pense pas que les gauchistes crachent dessus non plus. Hein, on va pas se mentir. Détombe 3. Oui, c'est ça. Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne TechSmart, et puis tu pourras. Après, je vais laisser la parole mais on parlera de la loterie avant que tu quittes la scène. En fait, tout simplement, on a d'abord les artistes, donc on les représente sur la scène internationale, on les aide à faire des collabs, et derrière, par rapport à comment on vend les œuvres, on va voir nos clients qui payent des impôts, en France ou à l'étranger. On fait une étude fiscale sur l'ensemble de l'année fiscale, ou sur les 3 dernières années, et on leur permet du coup de louer ou d'acheter des œuvres d'art pour défiscaliser, tout simplement. C'est très simple. En louant, on peut aussi récupérer de la défisque. Tout à fait, ouais. Il y a plusieurs stratégies possibles. On va s'appeler alors. Enfin, je te recontacterai peut-être, parce que c'est plus dans mes moyens déjà. En gros, nos œuvres aujourd'hui vont de 3 000 à plus de 500 000 euros. Voilà. Au niveau de nos cotes, on a 50 et plus artistes. Ça va de l'œuvre que vous pouvez retrouver sur le stand de Steve Chaudenson, qui est des sculptures de voitures. Et on fait des salons comme CryptoXR, mais aussi des salons dans l'art. Là, on fait des Art-Up au mois de mars. Au mois d'avril, on est à New York. Et d'ailleurs, petite question avant que je passe la parole à Sébastien, juste assez rapidement. Du coup, tu as commencé par un intérêt sur l'art, la défiscalisation ou les cryptos. C'est quoi ton angle d'approche? D'abord l'art, parce qu'on est passionné d'art avec Christine, mon associée, principalement dans le street, sculpture, mais sculpture moderne. Et après, on s'est dit quelle niche on peut aller chercher, quel marché on peut aller chercher. Aujourd'hui, le marché du particulier est saturé, alors que le marché de l'entreprise n'est pas du tout exploité. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et pour des raisons personnelles, je le confirme. Je connais beaucoup de cas comme ça. Il y a des usines maintenant qui font appel à des entreprises pour avoir des fresques artistiques. J'en fais aussi. À l'intérieur, ouais. Et c'est vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, c'est chouette. Souvent, quand en plus les personnes qui travaillent dans l'usine ont participé au choix de l'œuvre,
C'est une super belle occasion en fait, d'avoir un alignement. Ce que j'adore, l'alignement, moi. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Parce que là, on rentre dans le côté bien-être et RSE, en fait. Ouais. Et on est dedans. Nous, on est et du coup, complètement là-dedans. t'as parlé un peu avec Virginie, ça pourrait être marrant de faire des choses avec elle. Eh ben, écoute, faudra que tu me la présentes. Ouais. Bah, elle était sur scène tout à l'heure, mais je te la présenterai aussi après quand on ira boire un coup. Alors Sébastien, alors toi, cette année, t'as lancé la Ligue. C'est cette année, c'est ça. Je sais que tu travailles dessus depuis plus longtemps, mais c'est cette année que ça a été signé. Avril 2024, ouais. Voilà, 2024. Comment ça se présente pour l'instant là? Vous êtes combien de membres? On avoisine la 100aine de membres, donc toutes catégories. Ça va des Binance en passant par Morpholabs, Vivendi, Forvis Mazar, Ledger, différentes catégories d'acteurs. Et donc moi je suis président de la Ligue. Je te laisse la présenter un peu parce que j'ai dit la Ligue et en Voilà. fait on sait pas ce que c'est. Donc Voilà, c'est la Ligue pour la sécurité du Web 3. C'est le premier réseau public-privé de sécurité dédié aux enjeux Web 3. Ça va des enjeux cyber évidemment, qui sont des enjeux, on va dire, intrinsèques et centraux, en passant par les enjeux judiciaires, parce que dès lors qu'il y a un volet cyber, il faut un volet judiciaire, parce que demain s'il y a une attaque cyber, il faut être en capacité de réagir. Et sur les volets tu parlais d'art tout à l'heure, de propriété intellectuelle. En réalité, la propriété intellectuelle a une nouvelle frontière technologique, et au fur et à mesure que les cas d'usage Web 3 apparaissent, il faut c'est pouvoir vrai qu'on oublie ce sujet. voilà. On oublie ce sujet. Voilà. Alors que sachez que par exemple dans le cyberféminisme, les premiers commentaires dans les années 80 sur le fait de pouvoir se faire voler des choses par les femmes à l'époque féministes sur Internet, c'était sur la propriété intellectuelle, la propriété des œuvres, etc. Parce que leur travail se faisait voler par des personnes plus douées en informatique qu'elles. Et c'est ce qui a réuni énormément de femmes dans le cyberféminisme. Donc c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, je dirais, donc ça c'était la frontière peut-être des années 90. La frontière aujourd'hui, c'est les artistes et la vague IA qui arrive. Et aujourd'hui, la vague IA puise dans la création globale de tous les, on va dire, les ayants droit. Le bien commun. Voilà. Et tous les ayants droit et tous ceux qui ont produit un volume de contenu qui est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le big data, ce cloud. Et du coup, tous les générateurs algorithmiques d'IA viennent puiser dans ces données. Et aujourd'hui, il y a l'enjeu, dès lors qu'on produit un contenu, ça peut être de l'art dans le sens tableau du terme, dans le sens musique du terme, dans le sens on a le sujet, hein, cinéma du terme, dans tout le sens artistique. Et il y a l'enjeu de pouvoir déterminer, qui l'a produit. Donc ça permet de mettre l'antériorité. Et une fois qu'on met l'antériorité, il y a les enjeux royalties, il y a les enjeux, il y a tout un tas d'enjeux qui en découlent, même business model pour les boîtes qui sont, on va dire, éditeurs de contenu. Et donc, pour nous, c'est au sein de la Ligue, puisqu'on a la chance d'avoir le groupe Vivendi dans notre conseil d'administration. C'est vraiment l'enjeu, on va dire, de presque du siècle. C'est comment la propriété intellectuelle va évoluer. Et donc, c'est de mettre les bons standards en la matière. Donc voilà ce qu'est la Ligue. Et à côté de ça, vous voyez à mon t-shirt, je suis CEO de Red Square. Red Square, c'est une boîte d'investigation. Donc on traque les flux on-chain après des phénomènes cybercriminels. On a traité à peu près, on avoisine 200 investigations en France. Et on a une trentaine de clients en cybersécurité. Donc on travaille pour des PSAN, on travaille pour des startups, des corpos, etc. Donc voilà pourquoi aussi je suis président de la Ligue. Et c'est pour ces deux raisons, d'ailleurs, ces deux casquettes que tu as, alors j'ai oublié d'ouvrir mon téléphone parce que je n'arrive pas à retenir le nom de notre conf tout à l'heure. Exact. Mais donc à 17h30, je modérais un panel qui s'appelle Sécurité et Web3 de la protection des assets, donc de crypto, à la cybersécurité. Donc je serai modératrice. On aura Nicolas Bacca, ex-Ledger, mais surtout, bien avant ça. Il était dans la puce électronique, vraiment quelqu'un qui. Ouverture, je crois. C'est ça. On a Akli Lecoq que je ne sais jamais présenter, mais qui est génial et qui fera d'ailleurs l'introduction. Qui sera chez le ComCyber du ministère intérieur. Voilà, c'est ça, parce que dès qu'il y a l'État dedans, moi, ça me. Pardon. Il faut s'y faire. On a besoin de l'État. D'accord. On se connaît. Oui. Je fais des interviews un peu décalées. Ah, mais non, mais c'est toi le fou. Ouais, c'est oh moi. là là, mais purée, mais c'est dingue d'avoir ça.
Le grand fou qui m'a interviewé une C'est fois. ça, ouais. C'est toi, du coup. Ouais, parce que j'ai jamais. Je savais bien. De toute façon, les Suisses sont fourbes. Ouais, Désolé exact. pour cette J'ai phrase, jamais. mais- Alors, juste, voilà, juste pour la petite histoire, je l'ai interviewé. Je fais des interviews un peu décalées, mais j'ai jamais montré mon visage. Mais il y avait ta tête dans l'interview. Et j'avais casquette et lunettes. T'es quand même reconnaissable. Hein. Oui. Je vais pas te mentir, mais vraiment, là, il Ouais. va falloir que tu travailles un peu plus. Ouais. Et puis, accessoirement, je suis CEO de CoinSharp, qui est un site internet de news. Et d'ailleurs, c'est pas toi qui es venu CoinSharp. mettre un petit message dans notre Discord? C'est possible. Ouais. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai un imposteur sur Discord. Alors, c'est lui. Voilà. Donc, qui fait des annonces de job. Alors, c'est ça. Bah, je l'ai eu. Et je me suis dit. C'est pas moi. Ouais, ok. Voilà. Donc, je fais l'annonce. C'est pas moi qui fais des annonces de job. J'ai pas de job à donner. J'ai une Ouais. stagiaire d'ailleurs. Donc, à moins que vous vouliez faire un stage gratuit chez moi. Bah, je l'ai reçu C'est il y compliqué. a 2 jours. Donc, Ouais, je sais, c'est terrible. Je me fais usurper mon identité Ouais. partout là en ce moment, surtout sur Discord, Blue Sky et Telegram. Donc faites très attention, demandez-moi sur un réseau vous êtes connecté avec moi si c'est bien moi. Et voilà. Ouais. Il va falloir être efficace là. Il va falloir que tu sortes ton pitch de vendeur sur ce livre Pas de souci. auquel tu as participé, c'est ça? Tu avais participé à l'édition, à un précédent. Oui. C'est pas une réédition, on est d'accord, c'est un numéro 2. Alors, je peux expliquer en moins d'une minute. Vas-y, grand Bonjour pitch. à tous. Donc, Parle bien proche du micro. Ouais, Wallcrypt. Wallcrypt, c'est une maison d'édition que vous trouverez tout à l'entrée de l'event, qui a sorti il y a 2 ans un livre qui s'appelait 50 experts vous expliquent tout du Web 3. Alors, j'avais la chance, moi, Alain Broustad, d'être un des experts sur des sujets de signature électronique. Et il y a un nouveau volume, le volume 2, qui vient de sortir. Donc, j'en fais la promo pour, là, c'est 60 experts, c'est IA et Web 3. Sur les 60 experts, il y en a une bonne vingtaine qui se promènent par ici, donc vous pouvez les trouver, à les lire. Alors moi, j'ai eu le plaisir de participer sur la thématique de la traçabilité dans l'industrie, mais ça adresse les sujets des NFT, de la crypto, de l'art, de l'IA. Des objets, c'est ça en fait, qui pourraient être tracés avec. Moi, plus particulièrement, moi, je travaille beaucoup sur le passeport numérique des produits, donc une réglementation qui fait qu'en 2027, cette table, ou cette bouteille d'eau, ou ce jouet, auront des codes barres. Et derrière le code barre, tu pourras connaître l'histoire de la table. Quel bois, quel produit chimique, l'origine, les matières Et premières. ça, j'ai pas envie de savoir. Par exemple, pour celui-ci, je veux même pas savoir qui a fabriqué ça. Quoi, c'est un peu la honte à mon avis. Mais- Eh ben, tu sauras comment faire pour le recycler, dans quelle poubelle ça se jette. Oui, ça c'est vrai que parce que ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que, en tant que grande ménagère, je saurais aussi comment le laver? Comment pour le qu'il ne perde réparer, pas sa couleur. comment sont les composants. Par exemple, si tu perds l'œil, plutôt que de jeter la poupée, tu sauras où retrouver juste un œil ou où retrouver la fermeture éclair. En tout cas, c'est l'idée, c'est toutes les réglementations sur le développement durable et le marché du recycle, l'économie circulaire. Voilà. Et pour collecter ces données, une des technologies qui aujourd'hui est anticipée, c'est la technologie blockchain. Alors, ouais, mais technologie blockchain, bon, dans quel sens? Alors, ça aide pas à collecter la donnée, ça aide à prouver que l'information que tu C'est présentes des au chaînes privées consommateur qui vont faire ça? privé, public, c'est pas trop le débat. Le débat, c'est que l'information que tu présentes, parce que si je te dis que ça, c'est une poupée française, c'est marqué Made in France, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Oui. Ouais. Donc, faut Et qu'elle ait alors, été si tu validée. dois, et si toi tu fais la poupée, mais t'achètes l'œil ou la fermeture éclair à une boîte en Chine qui elle-même te dit c'est pour moi qui l'ai produite, c'est mon sous-traitant qui je sais pas où à l'autre bout de la Chine, et que tu as une Et ils réglementation. signent à chaque fois, en fait, c'est ça? Exactement. Et par exemple, tu as la loi sur anti-Ouïghours, t'as pas le droit les États-Unis ne veulent pas de produits dans lesquels des Ouïghours emprisonnés auraient participé. Donc tu as une chaîne de responsabilité, tu as des produits chimiques qui sont utiles dans certains pays, qui sont interdits dans d'autres. Et donc, tu as une chaîne de responsabilité, chacun participe à la collecte d'informations. En fait, c'est et l'extension du CE. Que nous, on a en ça Europe, va quoi. c'est l'extension du Made in France. Par exemple, aujourd'hui, les habits français qui sortent d'un grand groupe, c'est pas Made in France, confectionné en France, ennoblé en France, matière première d'origine française. Donc, tu as tout un monde qui se crée où tu as besoin de plus de données et de preuves sur l'origine de ces, non pas des produits, mais des données associées aux produits. Ben, merci beaucoup. Et donc, je t'en allez prie. passer au stand de Wallcrypt, passez voir Alain, les experts, et allez vous procurer ce bouquin qui est en général, c'est assez pédagogique, tous ces Oui, les il est livres. bien parce que c'est des pages, c'est 5 pages par thématique, il y en a 60. Donc, moi, on peut en lire une comme ça, et puis ensuite, on laisse le livre et on repasse plus tard. Exactement, voilà. Donc Jean-Luc qui s'occupe, parce que moi je suis pas beaucoup au stand, mais Jean-Luc, il sera un plaisir On de salue vous Jean-Luc, hein, présenter. qui est toujours hyper dans tout ça. Alors, Arnaud, très loin de toutes ces considérations, est-ce que tu peux nous parler un peu de Mon Pèlerin, ta participation ici et ce que tu as aimé? On n'a pas beaucoup de temps, mais je te laisse. D'abord, juste en intro, moi j'avais reçu le premier l'année dernière. Ouais, Et c'était bien. il était bien.
Ouais, bah alors voilà. La couverture. Je connais pas le 2, mais le premier La était bien. couverture fait un peu plus bear market, donc il faut aller acheter Plaisir les à livres entendre. pour que la 3e édition soit en or. Voilà. Oui, bah moi je suis le CEO de Mon Pèlerin. Mon Pèlerin, bah, c'est une société de courtage pour la crypto, avec un biais très très fort sur l'éducation à la self-custody. Voilà, c'est un peu notre philosophie Ce qu'on d'entreprise. disait au début, je crois que tu n'étais pas encore là, mais on a beaucoup parlé de ça. Enfin, on a surtout parlé de Ledger, enfin d'avoir voilà, des hard, des calls de storage. Exactement. Donc quelque part c'est un recablage du cerveau hein, pour la plupart des gens. On a été depuis qu'on est gamin, on nous apprend qu'on est trop naze pour gérer nos finances, qu'il faut faire appel à un banquier, que c'est compliqué de gérer l'argent. Et en fait non, c'est super simple. Noter 12 mots sur un bout de papier 2 fois pour éviter finalement qu'il y en ait un des deux qui crame. Mais finalement c'est aussi simple que ça. Et après on peut construire des stratégies plus complexes. Mais les gens quand ils commencent avec un peu d'argent, ça marche bien sur un téléphone. Comme tu dis, dès que tu as un peu plus d'argent, il faut un ledger, un trésor, il faut quelque chose de plus robuste et plus sérieux. Et puis c'est l'éducation. Mais en fait c'est simple. Et les gens en fait au début ils ont une espèce de panique à faire le clic. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils se rendent compte qu'en fait c'est simple. Est-ce que tu penses que c'est à force de salons comme celui-là qu'on arrivera à convertir les gens, ou est-ce que tu penses que ça va être top to bottom? Ça veut dire parce que là il y a Trump, Elon, tout ça, enfin la grande finance qui finalement se penche sur le sujet. Les gens vont apprendre peut-être un peu dans la douleur comment s'occuper de tout ça, de leur argent, devenir responsable et avoir des cryptos. Ou est-ce que ça va être plus à travers des événements comme celui-ci, d'éducation, du temps, passer parfois 1 à 1 avec quelqu'un qu'on y arrive? C'est exactement ça en fait. Je pense que la première étape c'est ce genre de salon. Mais c'est pas seulement le salon, c'est aussi tout le travail qu'on fait tous, chacun de notre côté, à la maison, dans les cercles d'amis, au travail. Et ce travail-là, finalement, de partager l'information, d'éduquer les gens, de même de prendre du temps à leur montrer. C'est ça qui est game changer, en fait, parce que les gens, ils adhèrent à quelque chose quand c'est présenté par quelqu'un avec qui on a un trust, avec qui on a une relation de confiance. Et donc, oui, alors après, l'autre partie, ça va être la douleur, parce qu'effectivement, quand tout ça va s'envoler, que les gens vont comprendre de manière plus brutale que les devises fiduciaires, ça tourne vers zéro, ça y va, hein, certaines plus vite, d'autres moins vite, mais le chemin de toutes, hein, même le franc suisse, hein, c'est la même direction. Là, ça va être plus brutal, et donc on verra. Mais Mon Pèlerin, c'est ça, hein. Faut aussi être un leader par l'innovation. Moi, j'ai beaucoup suivi. Première société au monde, je pense, à avoir émis des actions sur blockchain public, non? Exactement. Voilà, quand on lead l'innovation. Et je parlais hier avec ton associé, je pense, Yann. On parlait du support client de Mon Pèlerin. Et moi, je parlais de celui de CoinHouse, en l'occurrence, parce que j'avais parlé avec Canel de ça. Vous faites partie des entreprises crypto qui ont un support client. Et du coup, j'imagine en français, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, en fait. Parce que c'est vrai que tu ouvres un compte Binance, bon courage si tu as un problème. Pareil pour Kraken ou autre. Mais en fait, faut pas, du coup, vous avez peut-être commencé dans les cryptos sur ces plateformes qui sont très déshumanisées, je trouve. Mais il existe des services pour tout ce que vous faites dans les cryptos qui sont en Europe, en France, régulés et qui ont des supports clients qui répondent par message avec une vraie personne qui répond, qui organise des événements pour vous donner les clés et la compréhension. Et Mon Pèlerin en fait partie, donc c'est pour ça qu'on en parlait. C'est exactement ça. On met vraiment l'accent sur le support. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. On veut que les gens des plus robustes dans la crypto, des plus dégènes aux plus newbies, que chacun puisse être accompagné à son étape et voilà, qu'il ait la micro-question ou une question complètement débile ou une question plutôt très pointue. On veut toujours être là pour être sûr que on est capable de répondre dans la journée. Voilà, résoudre les problèmes, parce qu'il y en a parfois. Hein, et surtout ne jamais laisser le client tout seul. Ok, merci beaucoup. Je suis désolée, je croyais que j'avais une demi-heure de plus. Merci d'être venu et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Merci. C'était Crypto Tabou. J'ai refait mon émission, mais c'est aussi ma boîte maintenant, la boîte Crypto Tabou. Et venez me voir pour la loterie surtout. Moi, je suis pas là pour vendre mes services aujourd'hui. Merci à toi, Agathe. Merci.